porter sur l'éducation à la nature des sciences. Quels en sont les objectifs? Quelles sont les stratégies d'enseignement qu'on peut envisager? Je vais me focaliser ensuite sur l'apport possible de l'histoire des sciences et illustrer mon propos par un exemple qui est celui de la controverse entre géocentrisme et héliocentrisme, avant d'évoquer brièvement quelques pistes pour la classe. Donc, comme vient de le rappeler Robin, le premier objectif de formation générale du programme d'enseignement s'intitule ainsi « Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d'élaboration ». Donc l'enjeu ici, c'est d'assurer une éducation à ce qu'on appelle la nature des sciences. Et il est question en fait d'épistémologie ou de philosophie des sciences. Alors, comme cette citation du programme le suggère, on peut distinguer schématiquement deux objets d'étude qui sont fortement liés entre eux, deux objets d'étude de l'épistémologie. Un premier objet d'étude qui est les caractéristiques des connaissances scientifiques qui sont déjà stabilisées. C'est-à-dire qu'ici, on s'intéresse aux connaissances scientifiques déjà constituées, à ce qui en donne une validité, par exemple l'accord avec l'expérience ou la cohérence interne. On s'intéresse au rapport entre ces connaissances et la réalité empirique, ou encore au caractère faillible ou évolutif des connaissances. Le second objet d'étude, ce sont les méthodes d'élaboration des connaissances. Et on s'intéresse ici davantage au processus de constitution des connaissances, aux méthodes ou plus largement aux pratiques des scientifiques, notamment aux allers-retours entre modélisation et expérimentation, ou encore aux interactions entre les scientifiques. Alors, quels sont les objectifs de cette éducation à la nature des sciences? Dans la littérature, on distingue deux objectifs, ou deux objectifs sont mis en avant par des auteurs différents. Un premier objectif est celui de faire évoluer la vision des sciences des élèves en leur faisant comprendre un ensemble de points d'épistémologie. J'en donne ici 3 exemples. La construction et la validation des connaissances scientifiques s'appuient sur des observations et des expériences. Les connaissances scientifiques actuelles sont susceptibles d'évoluer dans le futur. Ou encore, le contexte socio-économique et culturel a une influence sur le développement des sciences. Un second objectif qui est assigné à cette éducation à la nature des sciences est plutôt celui de développer une posture réflexive et critique sur les sciences. Donc il ne s'agit pas seulement de leur faire comprendre des points d'épistémologie, mais de susciter chez eux un questionnement d'ordre épistémologique. Et alors on peut convertir les 3 exemples que j'ai donnés tout à l'heure sous forme de questions qui prolongent, des questions auxquelles on pourrait amener les élèves à discuter ensemble en classe. Donc, par exemple, une expérience permet-elle de vérifier de façon certaine une théorie? Y a-t-il des éléments des théories acceptées aujourd'hui qui sont stables? Ou encore, quelle est la nature et l'ampleur de cette influence du contexte socio-économique et culturel sur le développement des sciences? Alors, derrière ces 2 objectifs, on peut voir une visée générale, qui est d'ailleurs explicitée dans le programme. Il s'agit d'amener les élèves à devenir des citoyens responsables. Autrement dit, les former pour qu'ils puissent participer de façon éclairée au débat et aux prises de décision sur des questions de société qui mettent en jeu des sciences. En effet, dans de tels débats, les connaissances scientifiques sont parfois encore en construction ou ont un domaine de validité limité. Et donc, ça peut être intéressant que les citoyens prennent conscience de cela et plus généralement qu'ils soient sensibilisés à la manière dont les sciences sont constituées. On peut aussi souhaiter que les citoyens participent davantage aux choix concernant les développements scientifiques et technologiques. Et c'est ce que préconise notamment l'Union européenne. Alors, pour atteindre ces objectifs, quelle stratégie d'enseignement mettre en œuvre? Et là, je pars également du programme, où il y a 2 pistes qui sont suggérées.
La première consiste à faire pratiquer aux élèves des démarches scientifiques. Donc, je cite, « L'élève se livre lui-même à la confrontation entre faits et idées et comprend, la pratiquant, la construction du savoir scientifique. » En d'autres termes, les élèves, en pratiquant eux-mêmes des démarches scientifiques, en formulant des hypothèses ou en réalisant des expériences, seraient amenés à comprendre ces pratiques scientifiques, à comprendre la manière dont les connaissances scientifiques se constituent. Alors à ce sujet, et c'est un point qui me semble très important, il y a plusieurs études qui pointent que ce n'est pas suffisant pour que les élèves prennent conscience de certains aspects du fonctionnement des sciences. C'est ce que Robin a évoqué tout à l'heure. Il est nécessaire qu'ils aient l'occasion de discuter de ces aspects. Autrement dit, ces points d'épistémologie, ces questionnements d'ordre épistémologique, il faut les aborder de manière explicite en classe. Donc on distingue les deux approches implicites et explicites, qui est donc une approche à privilégier. Une seconde stratégie, sur laquelle je vais prolonger mon propos, consiste à étudier des épisodes de l'histoire des sciences. Je cite encore une fois le programme. L'une des manières de comprendre comment se construit le savoir scientifique est de retracer le cheminement effectif de sa construction au cours de l'histoire des sciences. Donc effectivement, le recours à l'histoire des sciences permet de montrer que les sciences sont issues de tout un processus, et on présente ainsi les sciences pas simplement comme un corpus de connaissances, de savoir qui serait figé. Mais là encore, il ne suffit pas de raconter l'histoire des sciences pour que les élèves développent leur vision des sciences. Il est là aussi nécessaire de discuter de manière explicite des points d'épistémologie lorsqu'on aborde des épisodes de l'histoire des sciences. Et l'histoire des sciences constitue un support très riche pour développer de telles questions épistémologiques. Alors on peut souligner ici qu'il y a quelques obstacles au recours à l'histoire des sciences par les enseignants. Bien souvent, il y a une présentation dans les manuels scolaires de l'histoire des sciences qui est un peu réductrice. Ça se limite parfois à la mention de noms, de savants ou de dates. Il faut le reconnaître, encore peu de ressources et peu de formation. Donc je pense que c'est quelque chose à développer pour favoriser une bonne application de ce nouveau programme. Alors pour essayer d'illustrer l'intérêt de l'apport de l'histoire des sciences, je vais me focaliser maintenant sur un exemple, la controverse entre géocentrisme et héliocentrisme, qui se trouve inscrite dans le programme, et qui est un support très riche, d'une part pour faire émerger et discuter des questions épistémologiques, donc je vais en donner deux exemples, et faire prendre conscience de certains aspects du fonctionnement des sciences, donc des points d'épistémologie qui peuvent être identifiés et discutés avec les élèves. Alors d'après une histoire des sciences qu'on pourrait qualifier de commune ou de populaire, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, on pensait que les astres, dont le Soleil, tournaient autour de la Terre, puis avec les observations de Copernic et Galilée, on a finalement pris conscience que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc apparemment, les observations ont eu un rôle crucial. On peut se demander ici si ces observations permettent de vérifier de manière certaine le système de Copernic, le système héliocentrique, ou de manière plus générale, les observations permettent-elles de vérifier de façon certaine une théorie? Alors, on peut remarquer que dès l'Antiquité, les astronomes ont procédé à des observations qui étaient déjà très précises. Et le système de Ptolémée a permis de rendre compte de ces observations, de sauver les phénomènes, pour reprendre une expression qui a été utilisée pendant plusieurs siècles. Donc on voit dans ce système de l'univers de Ptolémée que les planètes se meuvent selon des cercles, des petits cercles, qui sont eux-mêmes en rotation autour de plus grands cercles virtuels. Alors, est-ce que ces observations, finalement, prouvent la vérité du système de Ptolémée?
Et en fait, c'est quelque chose qui a été discuté dès le Moyen-Âge, avec une objection qu'on peut formuler ainsi. On peut imaginer que d'autres systèmes rendent compte de ces observations. Et je cite ici Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge. « Bien que ces hypothèses paraissent sauver les phénomènes, il ne faut pas affirmer qu'elles sont vraies, car on pourrait peut-être expliquer les mouvements apparents des étoiles par quelque autre procédé que les hommes n'ont pas encore conçu. » Et justement, comme on le sait, quelque temps plus tard, Copernic propose un autre système du monde qui rend compte de ces mêmes observations. Le système héliocentrique. Donc finalement, comment peut-on trancher entre les deux systèmes qui rendent compte aussi bien l'un que l'autre de cet ensemble d'observations? Est-ce qu'on choisit le plus simple, le critère de simplicité ayant été avancé à la fois par Ptolémée et par Copernic? Alors on voit dans ces deux représentations, dans ces deux schémas, à gauche le système de Ptolémée et à droite celui de Copernic, que pour rendre compte de manière très précise des observations du mouvement des planètes, eh bien tous les deux, dans les deux systèmes, on a recours finalement à des combinaisons de cercles et de surcroît des cercles qui sont excentrés. Donc là on voit bien que l'un n'est pas plus simple que l'autre, et à l'époque de Copernic, finalement, les deux systèmes ont autant de légitimité. Alors ce point, cet épisode de l'histoire des sciences, permet d'illustrer un point d'épistémologie très important, qu'on peut résumer ainsi: les observations sous-déterminent la théorie. Autrement dit, on peut toujours imaginer que plusieurs théories concurrentes permettent de rendre compte d'un même ensemble d'observations ou d'expériences. Comment cela peut nous conduire vers une seconde question. Comment le système de Copernic, finalement, s'est-il imposé? Alors, comme on le sait, les observations de Galilée, avec une lunette, à partir de 1609-1610, une lunette qu'il a pointée vers le ciel, lui a permis de faire des observations très intéressantes, des montagnes sur la Lune, des phases de Vénus, les satellites de Jupiter, et d'autres observations par la suite. Comment Galilée a-t-il présenté ces observations? Donc je vais me focaliser ici sur le cas des satellites de Jupiter. Et je cite Galilée lui-même. « Voilà donc un argument solide et excellent qui dissipera les doutes de ceux qui sont profondément troublés par le mouvement de la Lune. Ce n'est plus une seule planète qui tourne autour d'un autre, tandis que toutes deux parcourent une grande orbite autour du Soleil. L'expérience sensible nous montre maintenant que 4 étoiles errantes, donc 4 satellites, tournent autour de Jupiter, comme la Lune autour de la Terre, et tout ensemble autour du Soleil dans une grande révolution. » Donc Galilée utilise ici les observations des satellites de Jupiter comme un argument pour neutraliser une objection qui a été adressée contre le système de Copernic. L'objection étant la suivante: si la Terre faisait un grand mouvement autour du Soleil, pourquoi la Lune resterait autour de la Terre? Il y a en fait d'autres objections auxquelles le système de Copernic doit faire face. Et en voici une très importante qui est formulée par Galilée. Les corps lourds qui tombent de haut en bas suivent une ligne droite et perpendiculaire à la surface de la Terre. Cet argument est estimé irréfutable en faveur de l'immobilité de la Terre. Car si celle-ci avait une rotation diurne, une tour du sommet de laquelle on laisserait tomber une pierre, étant emportée par le tourbillon de la Terre, s'éloignerait de nombreuses centaines de coudées vers l'Orient, dans le temps qu'il faudrait à la pierre pour consommer sa chute et frapper le sol à cette même distance de la base de la tour. Donc, comment neutraliser cette objection? Donc là, je serai très bref. Galilée va avoir recours à une nouvelle notion, celle d'inertie circulaire. Et quelques décennies plus tard, Newton va quant à lui proposer une solution à ce problème en combinant deux notions cette fois,
celle d'inertie, au sens actuel, c'est-à-dire une inertie rectiligne, et la notion de force de gravitation universelle. Donc on le voit ici, ces objections sont autant de problèmes qui ont été des moteurs dans le développement de nouvelles idées. On voit également que le système de Copernic a fait l'objet d'un débat scientifique opposant de multiples arguments, ce qui illustre l'idée que les sciences se développent également sur le plan de l'argumentation, donc une pratique sociale et discursive. Et par ailleurs, le système de Copernic s'est imposé au prix d'un changement de vision concernant le mouvement, par une refondation de la dynamique, dans laquelle les forces ne sont plus cause du mouvement, mais cause du changement de mouvement. J'en viens à une dernière diapositive pour évoquer quelques pistes, pour voir de quelle manière on peut aborder ces questions épistémologiques en classe. Alors, voici d'abord quelques ingrédients que l'on pourrait inclure dans une séquence d'enseignement. Des repères et une mise en contexte historique. Des études de textes historiques qu'il s'agit de bien sélectionner pour qu'ils soient accessibles pour les élèves et si besoin de les adapter. Des études d'observation ou d'expérience historique. Alors dans cette histoire du géocentrisme et du l'héliocentrisme, il y a des choses qui sont tout à fait reproductibles. On a affaire à des choses relativement simples. Et puis, donc, ces études historiques sur des textes et des observations vont être le point de départ pour des discussions centrées sur des problèmes et des arguments, à partir desquels on va pouvoir faire émerger un questionnement d'ordre épistémologique. Donc, pour terminer, je propose juste un exemple d'une trame possible d'une séquence d'enseignement sur l'exemple que j'ai donné, la controverse entre géocentrisme et héliocentrisme. Donc, il s'agirait, dans une première étape, de donner des repères sur Ptolémée, Copernic, Galilée et Newton, de donner aux élèves une vision d'ensemble sur leur système du monde, sur les problèmes auxquels ils se sont confrontés et les arguments qui ont été avancés. Ensuite, donc, par groupe, chaque groupe prend en charge l'étude d'une observation ou d'une expérience, combinée avec une sélection de textes historiques. Et donc je donne ici 4 observations ou expériences qui ont un intérêt très grand pour justement permettre aux élèves d'essayer de comprendre les logiques internes à ces systèmes du monde, les problèmes et les arguments, et susciter déjà entre les élèves des questionnements d'ordre épistémologique. Ça pourrait être suivi donc par une phase toujours en groupe où ils doivent produire, par exemple, un poster, une vidéo qui rend compte des principaux éléments de leurs études, de manière à ce qu'ils puissent s'approprier davantage les contenus qu'ils ont identifiés, qu'ils ont manipulés. Et enfin, une mise en commun où les élèves présentent leur production et chacune de ces productions peut être le point de départ d'un questionnement, d'une discussion permettant d'aborder des points d'épistémologie, des questions épistémologiques de façon plus collective. Merci.